So everyone, hello. Welcome to yet another wonderful interview today. We have another very good guest. We always have one, and we always deliver. So, Olivier, what have you been up to? Walking like crazy as I used to, you know me. I know you. I'm not surprised. Always. I'm not surprised. Always. And you know what? The worst of it, I get paid for that, you know? And I love it. Wonderful. Isn't that? It is. And what have you been reading? Give me a tip. I've just finished a book about MacArthur, who was leading the U.S. troop during the Second World War at the Asian Park side. Very interesting book to read, by the way. So yeah, and this one, and obviously I finished the book with Henri IV, A Nice King. Interesting. You always read wonderful books, and I like it. Yes, that's why I like talking books about you. Thank you very much. We're having hellos from Dakar, from Austria. Welcome, everyone. Welcome, Rodlik and Bonjour. Yeah, bonjour. Hello, Babacar. It's nice to see everybody. It's very, very exciting, actually. I'm delighted. I'm really delighted. So let's give our guests another, say, couple of minutes to join us, Olivier, and then we will start. You know what? You're the one who's going to lead it, as always. So I'm just going to follow you. All right. That works for me. That works for me. So have you been watching sports? Yes, I did. Try to avoid that discussions because I was watching Marseille's playing last time and we lost, so I was really disappointed. But it's part of the game, you know. You cannot always win. No, you can't. But it's good. It's good to, you know, to support your team, whether they win or they lose. It's even when they're losing or they're in bad, you see where you have the good people who support the team. And I am a Marseille fan, so when you go to Marseille, you understand what is important. And so I love this team. So I'm following and supporting OM team no matter what. Yeah, you've been doing that for a while now. Oh, since I was 6 years old, you know, I was 6 years old. So yeah, I follow Marseille. Don't ask me why, but I'm crazy about this town and the people who live there. Excellent. That's cool. And how's Paris at the moment? Hello, Yassine. We've got the lockdown starting at 6 o'clock, so people are respecting that more or less. Absolutely great weather, nice skin, nice sun. It's cold outside, but now we get used to the lockdown. So honestly, we don't have the right to complain. We do not have the right to complain. So. Okay, that's all good. Look, I think we're gonna get started because I know you have to share with us, and I really want our auditors to get as much as you're gonna give us. All right. So, Olivier, welcome officially to our Acosphere Instagram Live. Okay, thank you for inviting me. Thank you very much for being, you know, for accepting to be our guest. For those of you who speak English, I am going to introduce Olivier in English, and then, although you notice that his English is very good, but we are going to conduct this interview in French. However, I will try to summarize after each question, so if you want to stay with us, please do. We will be happy to have you. Olivier Simonet, you are VP, Vice President for Sales and Marketing at TJC Group,
one of the leading tech companies in the management of tax and financials on SAP. You are also a member of the board of CGF Bourse, which is quite an iconic company in West Africa, in the finance world. You completed your MBA degree in the USA, started your career in France, and quickly acquired a global scope. You've always prioritized people's skills over qualifications, experience, or background. And you have enabled TJC business to grow in size and reach by opening the doors to different channels, establishing strong partnerships, and starting subsidiaries worldwide. You're also focused on advising for the sustainable economic growth of companies in West Africa. Olivier Simonet, once more, welcome. Thank you. Sur ton profil LinkedIn, tu te définis comme donc vice-président sales et marketing chez TJC, où tu fais des merveilles. Ton vécu fait de toi un métis culturel et tu as des liens très forts avec le continent africain où tu interviens aussi professionnellement. Olivier, quelle est ton histoire? Alors, en toute chose, Nadia, je tiens à te remercier pour cette introduction. Je vais essayer d'être à la hauteur dans mes réponses de l'introduction que tu viens de faire. Alors, Olivier Simonet, j'ai 55 ans. Je dirige l'activité commerciale et marketing de TJC, qui est, comme tu viens de le dire, une société qui est spécialisée dans la gestion des données sur SAP pour des grandes multinationales. Et on évolue aussi bien à travers nos filiales en Europe, une filiale que l'on a en Inde, nos distributeurs dans le monde entier. Alors, si je dois parler un peu de mon histoire en quelques mots, je vais débuter par ma période d'étudiant. Très vite, je me suis rendu compte que je ne serais jamais premier de la classe. Cette place, elle n'était pas pour moi, visiblement. Mais je me suis rendu compte qu'en dehors de l'environnement scolaire, lorsque je faisais du sport, j'étais capitaine de l'équipe ou vice-capitaine, lorsqu'il y avait des choses à organiser, j'avais tendance à avoir on va dire, quelques appétences pour le leadership. Je sentais que les gens m'écoutaient. Quand j'étais convoqué par le proviseur, visiblement cet homme m'appréciait malgré quelques petites bêtises, ou mes professeurs m'appréciaient. Et donc, j'avais quelques appétences dans la relation avec les autres. Alors, oui, j'ai fait des études de commerce, mais ça ne suffisait pas. Je me suis dit qu'il fallait que je me différencie. Et dans les années 80, ça ne se faisait pas trop, mais pour se différencier, j'ai voulu avoir un diplôme américain, donc je suis parti aux États-Unis, j'ai emprunté de l'argent et je suis revenu parce que je voulais cette différence. Et ça ne se faisait pas à l'époque. Donc, je suis revenu des États-Unis avec ce diplôme américain. J'ai évolué dans un premier temps dans le monde des télécoms, dans le monde de la banque, puis dans le monde des startups. Je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas tout à fait le monde qui me convenait. Et puis maintenant, je travaille chez TJC depuis une quinzaine d'années. Ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est qu'il y a des petites, des multinationales. Et quand vous êtes dans une multinationale, vous avez la possibilité de faire beaucoup de belles formations. Oui. Et j'aurais tendance à dire que quand vous avez ces différentes expériences, après, vous savez là où vous pensez être bon. Et je suis meilleur dans des entreprises à valeur humaine, avec pas trop de monde. Voilà, je te laisse faire la première traduction sur ce côté-là. So your story, in a nutshell, Olivier, is you studied business in France. Then you wanted to make a difference because you thought you were not, a top student. So you went to the U.S. to an American university, came back with a degree, worked in the telecoms and the finance industry. And although, larger companies wanted to hire you, you actually went for TJC, where you feel that you can really make a difference because it's a human-sized company. That's correct. Alors, pourquoi l'Afrique? Je suis parti célibataire. Je suis revenu avec un diplôme, mais je ne suis pas revenu seul, si je puis dire. Je suis revenu avec une étudiante sénégalaise
très jolie femme, qui m'a permis d'avoir un regard différent sur le monde. Mhm. On est, j'ai été éduqué, tu sais, à Paris, l'éducation française, le 20h de Roger Coudert. Donc j'avais une lecture du monde à travers l'angle du Parisien que j'étais. Ouais. Et quand vous rencontrez quelqu'un de culture différente, de continent différent, cette personne dit, tiens, viens, sur ce problème, regarde comment moi je le regarde. Et cette lecture du monde, elle peut vous interpeller, et moi, elle m'a interpellé. Et j'ai découvert un environnement que j'ai adoré. Donc, je me suis marié, ça va faire maintenant 30 ans que je suis avec cette personne. Je ne sais pas comment elle fait encore pour me supporter, mais elle m'a permis d'avoir un regard différent. Pardon. Elle m'a permis d'avoir un regard différent et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense être une personne meilleure. Donc, quand elle te propose d'aller un peu plus loin, de se marier, d'avoir des enfants, bon, on y va. Alors, en plus, j'ai découvert un pays merveilleux qu'est le Sénégal. Tu sais, les Sénégalais savent cultiver l'art de la joie de vivre. Ces gens sont absolument merveilleux. Donc, je m'investis, effectivement, je me suis investi en tant qu'administrateur. Je suis administrateur, donc, comme tu l'as dit, de CGF Bourse, une très, très jolie société. Mais c'est également des rencontres. Oui. À travers l'Espace Japo, qui est une association de Sénégalais de la diaspora à Paris. J'ai eu l'occasion de faire une intervention où je présentais malheureusement Pape Diouf qui nous a quittés pour la cause du Covid et je faisais une intervention sur le coaching. Et puis il y a un jeune homme qui s'appelle Amadouli qui est venu me voir et qui me dit voilà, je veux que tu sois mon mentor et mon grand frère. Alors, je lui dis mais Amadou, on ne se connaît pas. Non, 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 je veux que tu sois mon mentor et mon grand frère. J'ai un projet professionnel, il faut que je t'en parle. Donc Amadou est venu me voir, il est venu me voir à 18h, il est arrivé à 18h, donc il est arrivé à l'heure, tu sais, pour les Sénégalais, c'est quand même un peu exceptionnel de temps en temps, c'est aussi ce qui fait leur force, ce que j'aime chez eux. Et je l'ai accompagné dans son projet professionnel, et ce jeune garçon a aujourd'hui une société qui marche très bien, qui s'appelle Akidé, il y a quand même près de 250 personnes qui travaillent, c'est une vraie belle réussite, et pour moi c'est une très très belle rencontre. Je pense que ce Kabado m'a plus apporté que moi je lui ai donné. Mais il y a aussi des rencontres simples. Tu sais, quand je vais à Dakar, je vais systématiquement à Soumbédioune. Pourquoi je vais à Soumbédioune? Parce que là-bas, il y a un jeune garçon qui est polyomyélite, qui garde des voitures, tu sais. Mhm. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et cet homme m'a donné une leçon de vie incroyable. Et il m'a dit, Olivier, tu sais, si tu ne te bats pas, tu n'as rien dans la vie. Et moi, je le regardais, mais je me disais au fond de moi-même, t'as rien et moi, j'ai presque tout, quoi. Et lui, avec son grand sourire, m'a donné une leçon de vie incroyable. Et lui, il avait tout en fin de compte, comme il me dit. Il me dit, t'inquiète, moi, je me bats et je suis heureux. Et quand j'ai des moments difficiles, je regarde, j'ai ce visage de cet homme devant moi et je me dis, waouh, quelle belle leçon de vie. Donc, systématiquement, quand je vais à Dakar, je vais le voir. Et je vais à Dakar 2 fois par an parce que ce pays me fait du bien, parce que ces gens me font du bien. Voilà. Donc, oui, j'aime l'Afrique, j'aime le Sénégal. Je te laisse traduire. Oui, oui. So basically, you were talking about your love for Africa and for Senegal, particularly. First of all, because as a student, you met a beautiful Senegalese woman whom you've been married to for 30 years, but you also fell in love not only with her, but with the country, with the people, with the culture. And you go twice a year and you really need it. It feeds you and it feeds your soul. And you've made amazing encounters throughout with people you've been coaching, but also people who gave you another way of looking at life. Olivier, pourrais-tu nous faire part d'une ou deux anecdotes ou plus d'ailleurs sur des défis, des opportunités, des expériences que tu as eues qui ont influencé ou simplement donné du piment à ta carrière, dans ta vie, dans tes activités? On ne t'entend plus, Olivier, on t'a perdu. Tu m'entends là maintenant? Oui, oui, très bien.
quand je suis rentré des États-Unis, j'étais déjà un gros consommateur de pizza. Quand tu es étudiant, tu manges ce que tu peux. Donc, j'étais un gros consommateur de pizza. Domino's Pizza pour pas la nommer. Et quand je suis rentré en France, ça n'existait pas. Donc, tu sais, je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que je ne prendrais pas cette licence? Pourquoi est-ce que je ne développerais pas cette activité en France? Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté les sachants. Tu sais, les gens qui t'expliquent que tu n'as pas d'expérience, que ce serait bien d'avoir une activité professionnelle, d'apprendre le travail, plutôt que de te lancer. Tu sais, tu as 23 ans, tu vas peut-être te marier, avoir des enfants, mais tu ne te rends pas compte. Et j'ai fait une grosse erreur. Je les ai écoutés. Et donc, je dis aux gens, il est préférable d'avoir le remords dans l'échec de quelque chose que vous avez entrepris plutôt que le regret de vous dire « Ah, si j'avais su, j'aurais dû. » Tu vois? Et même chose, quand j'ai commencé dans les télécoms, j'ai eu l'opportunité de participer au déploiement de GSM en Afrique de l'Ouest. Mais j'ai regardé ce projet avec un œil d'Européen en me disant, mais Olivier, t'es gentil, mais les jeunes Africains, ils n'ont pas envie d'avoir un téléphone mobile, ils ont envie d'avoir du boulot. Mais c'est faux. On m'a dit, Olivier, t'as rien compris. La jeunesse africaine, elle est comme toutes les jeunesses du monde. Elle a envie de mobile, elle a envie de communiquer, elle a envie d'Internet. T'as rien compris. Mal m'en a pris parce qu'ils avaient entièrement raison. Donc là, je suis passé à côté de choses incroyables. Honnêtement, si Mark Zuckerberg était venu me voir il y a quelques années en me disant, tu sais, je vais créer un truc qui s'appelle Facebook, on va mettre des histoires sur des murs, et puis je lui aurais dit, t'es gentil, mais tu finis tes études et puis on verra après. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand Google est arrivé sur le marché, on était tous sur Yahoo ou sur AltaVista. Ben oui. Et ces deux gamins sont arrivés en nous disant, non, non, nous, on ne va pas faire de pub, on va mettre une page blanche avec une fenêtre, les gens vont faire leur recherche, et puis tu vas voir. Moi, j'aurais dit à Larry Page et Sergey Brin, j'ai dit, pareil, les enfants, faites vos études et puis on verra après. J'aurais fait partie des sachants. Eux, ils ont cru en leur histoire. Ils ont cru en leurs rêves, ils sont allés plus loin. Il y a 10 ans de cela, Elon Musk était à un congrès devant tous les sachants de la NASA, de l'Arianespace. Il est monté sur l'estrade avec son jean, alors qu'ils étaient tous en costard-cravate, il les a regardés tous et il a dit, dans 10 ans, vous êtes morts. Ils se sont tous mis à rire. Mais avec son histoire de tourisme spatial, vous croyez que maintenant les gens rigolent? Tous ces gens ont cru en leurs rêves. Ils ont cru en leurs rêves, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire, et ils ont réussi. Bravo à eux. Donc, je n'ai pas fait la même erreur. Et donc, maintenant, je suis chez TJC. Et moi, je ne voulais pas travailler dans une boîte de conseil. Je ne voulais pas travailler dans une boîte d'informatique. Surtout pas. Tu passes ton temps à vendre de l'intelligence. C'est bien, mais à un moment donné… Sauf qu'à un moment… Dans l'entretien avec le CEO, je me souviendrai toujours, on était dehors, on n'était même plus là. Lui voulait que je vienne, moi, je n'étais pas encore complètement convaincu. Il y a simplement eu un regard d'humanité où le CEO me dit, Olivier, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai besoin de toi. Et ce regard, je l'ai vu plein d'humanité, je me dis, ce mec est quelqu'un de bien. Je ne peux pas le laisser tomber. Je pouvais avoir de beaux postes, hein, mais lui, je ne peux pas le laisser tomber. Bon, ça fait 15 ans que je travaille avec lui. Je ne sais pas si peut-être qu'il s'en veut encore. Maintenant, il a peut-être fait une mauvaise erreur, mais ça fait 15 ans que je travaille avec lui. Et on a traversé deux crises ensemble, mais on s'est soudés les coudes tous les deux. Et c'est une belle expérience de vie. Donc, j'aurais tendance à dire, vos émotions premières, apprenez à les identifier, respectez-les et surtout, écoutez-les. Je te laisse traduire. Oui. So, in a nutshell, 3 anecdotes. The first one, he came back from the US, wanted to have the license for Domino's Pizza because he loved the pizza. And, you know, the usual people who know stuff told him, why would you do that? Nobody's going to buy those pizzas in France. We're a country of gastronomy. First mistake. Then he got an opportunity to invest in telecoms in Africa. But he thought, young Africans are not going to buy mobile phones. They're looking for jobs. They're not going to spend time on mobile phones. Second mistake. So his lesson is when you need to listen to your gut feeling. You need to listen to what you believe in, and you need to believe in yourself, not listen to what other people have to say, because they might just be limiting you. And his third anecdote is when he had this conversation with the
CEO of the current company he works for, TJC. He didn't want to work in, in database or computer science or any of those. He didn't want to work for a consulting company, but there was this look from the CEO saying, Olivier, I really need you. And he had this gut feeling that no matter what the brilliant offers he had elsewhere, this was the place for him, and he has no regrets. So trust your gut feelings, trust yourself is the lesson he is actually sharing with us. Formidable. Olivier, quand je pense à toi, à ton image de marque, voilà les mots qui me viennent à l'esprit. Sérieux, professionnel, engagé, rigoureux, discret, déterminé, expert en matière financière, commerciale, marketing et managériale. Toi, comment te définirais-tu personnellement? Et puis surtout, qu'est-ce qui te rend efficace et quelles compétences as-tu développées pour en arriver là? Ok. Tu sais, la première des choses qu'on apprend en économie, c'est la confiance. Ouais. Sans la confiance, point de salut, j'aurais tendance à dire. Tu sais, quand tu es dans un processus de vente, à un moment donné, dans l'échange avec ton interlocuteur, il y a ce moment fatidique où l'autre te dit par son regard, par un message, ok, je te fais confiance, j'ai ton offre, tu es plus cher ou tu es moins cher, mais c'est à toi que je vais confier ça. Donc c'est un accord entre un homme et une femme en disant on va travailler ensemble. Cette notion de confiance, c'est un moment magique que moi j'adore et qui est extrêmement importante. Donc notre rôle, elle est de construire cette confiance. C'était monter dans l'échelle de décision pour arriver au niveau maximum qui est celui de la confiance. Oui, on va travailler ensemble. Donc la première chose, c'est être confiant en soi-même. Et là, bon là c'est une publicité gratuite, donc je t'enverrai pas de facture, profites-en, Nadia et Gilles, mais ce qui m'intéresse quand vous faites votre formation de prise de parole en public, oui, vous allez apprendre aux gens les techniques de prise de parole, mais surtout ce que vous allez faire, vous allez aider les participants à travailler sur leur confiance, vous allez identifier cette confiance. Qu'est-ce qui fait que les gens vont pouvoir monter sur l'estrade et dire j'ai quelque chose à dire, je vais l'exprimer? C'est là-dessus que vous travaillez le plus. Et l'estime de soi, elle est importante. Donc, beaucoup font de la prise de parole. Et vous avez les techniques, tout le monde les connaît. Mais la capacité à donner la confiance aux autres dans le message que l'on va donner, c'est pas si évident que ça. Et c'est là où c'est fort ce que vous faites. Et c'est la base de tout. Donc, si vous voulez avoir cette leadership, si vous voulez être audacieux, et l'échec, de toute manière, fait partie intégrante du processus d'apprentissage de cette confiance. Donc, la première chose, c'est la confiance. La deuxième, alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est le travail. Le travail. Bosser. Moi, je ne l'ai pas fait quand j'étais étudiant. Je n'ai pas travaillé, j'ai vu les résultats. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire la même erreur. Donc, dans le monde du travail, j'ai bossé. Je ne parle pas d'aspect qualitatif, je parle de quantité de travail. Confiance, travail au niveau quantitatif. Le commerce, c'est du numbers game. Plus je travaille, plus je prospecte, plus j'ai de contacts, plus j'ai de contacts, plus j'ai de chances de vendre. Et donc de développer l'activité. Donc, petit 1, la confiance. Petit 2, le travail. Je te laisse peut-être faire cette traduction en anglais, puis je ferai la suite. So my question was about Olivier. His brand is really someone who works hard, who's serious and professional and rigorous and discreet and determined. And I was asking him what makes him efficient and what are the competencies that he has developed. And he said, first of all, self-confidence, because you need that self-confidence every day. You need it to speak to other people. You need it to sell you. It's the basic, the self-confidence. And then it's work. Working hard, working a lot. And he says business is a numbers game. The more you work, the more people you meet, the more calls you make, the more chances you have of meeting other people and selling. It's as simple as that. Alors, les autres points, alors ça peut paraître assez surprenant, mais on va dire une certaine fainéantise.
Ce que je veux dire, la fainéantise, c'est aussi la qualité de travail. Recherchez des modèles économiques qui vont vous permettre de générer du revenu récurrent pour le break-even de l'entreprise. Travailler dur, travailler smart. Comment je vais organiser mes modèles économiques de façon à satisfaire mes clients, construire cette confiance, mais générer du revenu récurrent pour la pérennité de la société. Et on est très content lorsqu'il y a une crise d'avoir ces contrats de service. Donc ça, c'est la qualité du travail que vous allez faire. Le deuxième, c'est effectivement le leadership. Quand vous entreprenez, vous construisez, vous prenez des risques, mais vous avez des gens qui vous accompagnent. Et vous, votre rôle, c'est de les emmener le plus loin possible. Et quand vos gens vous disent « je me marie, je vais avoir un enfant », ça c'est une petite dédicace pour ma directrice du marketing, je veux construire ma maison, mais vous êtes responsable indirectement. Et quand vous construisez votre plan d'innovation, vos plans de développement, ces gens vous accompagnent et vous disent indirectement « je crois dans ce que tu fais, je suis d'accord avec ce que tu fais ». Et après, mais foutez-leur la paix. Ces gens vont vous surprendre. Laissez-les libérer les énergies dans vos entreprises. Ce leadership, il est là. On est là pour les guider, on est là pour les accompagner, leur dire où est-ce qu'on veut aller et après vous les laissez. Et ces gens sont incroyables. Ils vont vous donner probablement plus que ce que vous pouvez leur donner. Donc, l'empathie, elle est nécessaire. D'accord? Le leadership, il est là. Et puis, le dernier point, on peut dire ce qu'on veut. Mais si vous n'êtes pas honnête, si vous n'êtes pas honnête dans votre relation avec les autres, si vous n'êtes pas honnête dans votre travail, si vous n'êtes même pas honnête dans l'offre que vous faites en vous disant « je vais faire plein d'argent sur son dos », vous n'y arriverez pas. L'honnêteté, elle est essentielle dans la construction de votre relation avec tout le monde. Donc, oui, qualité de travail à travers une certaine fainéantise, trouver des relais économiques, des relais de croissance et des revenus récurrents, le leadership en disant où est-ce qu'on veut aller, mais également l'honnêteté. Voilà les trois autres points. Je te laisse traduire si tu veux, Nadia. Oui, so the quality of your work requires a form of laziness, a laziness that allows you to take the time to think about, revenue that you could get without putting in too much effort. So on one hand, you're working hard, but on the other hand, you need to have what I'll call low-hanging fruits that will allow you to get income, particularly when the economical situation is difficult or when there's a crisis. So you need to anticipate. In order to do that, you need a form of what Olivier calls laziness, which allows you to think, to stop and think. But there's also leadership that allows your staff to have a direction. You give them a direction, you tell them where you want to go, and then you let them unleash their energy, their performance, and you will be surprised at how far they can take you and how much they will give you. He says they'll probably give you more than you could ever give them. And finally, be ethical. Ethical in everything you do, because if you are not ethical, your business will not be successful. Olivier, thank you for that. Merci pour tout cela. Moi, je voudrais te demander maintenant ce que tu as appris et quel message fort tu aimerais partager à la lecture de ton expérience professionnelle et de ta vie privée. Alors, trouvez du plaisir, faites en sorte que votre journée soit positive. C'est-à-dire que apprenez à identifier les petits moments de plaisir que vous pouvez avoir dans la journée. À titre personnel, moi, c'est le matin quand je prends mon café dans mon bureau et je commence à lire mes emails. C'est quand je prends mes 10 minutes tout seul dans mon bureau, j'ai du silence, je vais lire un passage d'un livre ou je vais tout simplement prendre 10 à 20 minutes de sieste ou dans un embouteillage quand je vais écouter de la musique classique ou quand je vais préparer le dîner avec ma femme ou trouver ces moments. Une journée sans un sourire est une journée perdue. Or, la journée, elle ne peut pas être parfaite tout le temps. Donc, trouvez ces moments de bonheur qui vont faire en sorte qu'à la fin de la journée sera belle, elle sera positive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est dans le monde du travail, il faut qu'on impose les femmes à des postes de management
partout et surtout là où elles ne le sont pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut pas passer à côté de 50% de l'intelligence humaine. C'est pas possible. On ne peut pas passer à côté de ça. Et quand vous allez en Afrique, vous regardez le rôle des femmes en Afrique. Qui va chercher l'eau en Afrique si ce n'est pas la femme? Quand vous regardez la place de la femme en Afrique, la puissance qu'elle a, mais dans les entreprises, il faut que les femmes prennent des postes importants. Et quand vous avez des femmes dans des équipes commerciales, croyez-moi, vous avez cette émulation, c'est incroyable. Et les filles sont les premières à la sortie à l'école. Elles sont premières de la classe, elles ont des meilleurs résultats. Pourquoi elles ne sont pas dans les équipes dirigeantes? Ce n'est pas normal. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Vous savez, les filles, elles sont principalement éduquées par leur maman. Il faut respecter les consignes, il faut bien travailler à l'école. Mais quand on sort de l'école, c'est pas ça. Il faut se battre. Or, cet nouvel environnement, les femmes sont un peu déroutées. Et nous, si on ne les aide pas à apprendre à monter sur la table, à prendre les places, vous avez une promotion. La femme va venir vous voir en vous disant « Je suis désolé Olivier, mais j'ai que 95% des compétences requises, donc je ne peux pas me présenter. » L'homme ne se pose pas la question, il a 50%, lui il monte sur la table, il va vous expliquer que c'est le meilleur. Et en plus, il va vous dire qu'il lui faut 20% d'augmentation. Et la femme, elle va demander « Oh non, il ne faut pas m'augmenter. » Non. Donc nous, il faut qu'on aide ces femmes à leur dire « Non, non, vous êtes aussi fortes. » Ça, c'est important. Et puis, j'ai envie de dire aux filles, allez explorer des univers où vous n'êtes pas attendu. Les écoles d'ingénieurs, il n'y a que des hommes. Or, l'économie de demain, ça va être une économie, ça va être le numérique, ça va être l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle va faire quoi? Elle va vous orienter en fonction de questions ou de comportements que vous allez avoir. Mais qui code l'intelligence artificielle si c'est des hommes? Si vous n'avez pas des femmes qui vont mettre leur sensibilité dans les algorithmes de demain, demain, une femme va poser une question et ce sera une réponse d'un algorithme codé par un homme. C'est ça la société de demain que l'on propose? Donc je dis aux jeunes filles, prenez ces univers-là. Vous êtes bonne à l'école, vous êtes directrice financière, vous êtes parfaite au business, vous avez de bons avocats, mais il y a des univers que vous devez prendre. Si les hommes codent, ils codent avec leur lecture de mal, c'est normal. Or, l'intelligence artificielle de demain, il faut que les femmes s'y impliquent. Parce que le monde de demain sera un monde numérique. Et les femmes doivent y être représentées. Ça, c'est important. Donc, et moi, en tant que manager, je veux faire en sorte que mes collègues ressortent à la fin de l'année plus heureux qu'ils n'étaient. Ils ont appris des choses. Voilà. Je te laisse traduire. Oui, tout à fait. So my question to Olivier was, what is a strong message he wants to share in the light of his life and professional experience? And he gave me 3 things. Basically, every day you must feel some pleasure. A day without a smile is a day you have lost. So whether it's taking a cup of coffee, sipping a cup of coffee, or whether it's cooking with your wife or meeting a friend, or whatever it is that makes you happy, you need to have a moment of pleasure every day. You need to smile every day. But he also spoke about the role of women, the fact that women need to be at the core of things. Women need to be at the helm of companies. Women need to be in the stands, in coding, because we cannot let go of 50% of the world's intelligence. We can't do without women. And he was talking about the power of women and everything they bring to a company, the sensitivity they bring, which is necessary. And he was saying that most of the coding that is done for artificial intelligence is done by men. So is that the world we want tomorrow? A world
which is going to be taught and set and organized only by men, so women. Olivier says, get there, get on the, get on the task, fight for your rights, do not hesitate when there's a promotion, go for it, go for as much as you can so that, the world remains a balanced world. Thank you, Olivier, for that. Merci beaucoup, Olivier, pour cela. Tu es connu pour ta joie de vivre et ta chaleur humaine. Tu es passionné de lecture et de sport. Est-ce que tu peux partager avec nous cette recette magique? Alors, oui, bien sûr, avec plaisir. Tu sais, il y a toujours cette sorte d'être un épicurien du bonheur et trouver à chaque instant ce qui va te donner du plaisir. Donc, oui, la lecture, moi, me donne du plaisir. Alors, c'est quoi? C'est le soir où je suis assis dans ma salle à manger ou dehors où je vais pouvoir être tranquille, lire. Moi, je ne peux pas lire sur un tableau numérique. J'aime ouvrir les pages, j'aime sentir le livre, j'aime l'émotion qu'un livre va te donner, qu'une phrase, la construction d'une phrase. Je suis un amoureux de Céline, par exemple. Pour moi, l'un des plus beaux livres, c'est Voyage au bout de la nuit. Je ne peux pas l'expliquer. Ce livre m'a donné tellement d'émotions que, voilà, je le dis, je le partage. Je dis à tout le monde, lisez ce livre. Les 100 premières pages vont être difficiles, mais lisez-le. C'est un livre absolument remarquable. Et dès que quelqu'un me dit, lis ça, je vais le lire parce que c'est plein d'émotions, plein de créativité. Alors, lire pour ça. Mais également lire, j'aime beaucoup lire les mémoires des grands hommes. Mm-hmm. Les grands hommes sont également des grands leaders. Et eux ont passé des choses qui sont autrement plus dures que nous. Je vais recommander la lecture des mémoires de Churchill. Mm-hmm. Cet homme, à un moment de sa vie, était seul contre tous. Pas uniquement seul contre les nazis, seul contre sa propre administration qui voulait qu'il signe l'armistice. Et cet homme, face à l'histoire, a dit non. Je vais continuer la guerre. Ça voulait dire que des hommes allaient mourir par sa décision. Mm-hmm. Le Blitz allait continuer. Cet homme, seul contre tous, a reconnu un autre homme qu'il appelait le connétable de France, De Gaulle. Comment ces hommes, seuls, ont pu résister face au défaitisme ambiant? On doit beaucoup à Churchill. Et c'est un grand homme du XXe siècle. Et j'ai envie de dire aux gens, lisez les mémoires de Churchill. C'est drôle et c'est absolument passionnant. Et si vous voulez savoir ce que persévérance, courage, leadership, garder le cap veut dire, lisez ces mémoires. Et puis, il y a un autre homme absolument surprenant qui s'appelle Lee Kuan Yew. Donc lui, il n'a pas fait grand-chose. Il a juste créé Singapour. Voilà, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'à la sortie de la guerre, la Malaisie ne voulait plus de Singapour, donc j'ai dit au revoir. Lui était avocat, il a pris le leadership et il a construit un port de pêche, détruit ce que l'on sait. Et il a une trame, le travail, leadership et l'honnêteté, pas de corruption. Donc je dis aux gens, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un entrepreneur au sens très grand du terme, lisez les mémoires de Lee Kuan Yew. C'est absolument exceptionnel. Voilà en ce qui concerne le passage pour la lecture. Je te laisse traduire, puis après je ferai celle du sport si tu veux bien. So my question here was that Olivier loves life. He's a very happy person and he loves reading and he loves sports. And I was asking what is his magic recipe. So the first two things are the pleasure he gets from reading, the pleasure of a sentence beautifully written. And one of the books he likes most is Voyage au bout de la nuit by a French writer called Céline. But he also reads the memoirs of great men. One of them is Churchill, who resisted, who fought against his own, well, not fought physically, but had to resist the pressure from his own people while fighting against the Nazis and, stand his ground on his decisions and take the responsibility for whatever he decided and people who died. But his choices
the consequences of those choices brought freedom to the Western world. He was talking about De Gaulle as well, and he also recommends the memoirs of Lee Kuan Yew, who is I see Ayun Gay has put the title in, Lee Kuan Yew from Third World to First. He is the founder of Singapore. Nothing less than that. So, absolutely recommended those two memoirs. Olivier, back to you. Thank you. So, la deuxième question portait sur le sport. Oui. Le sport, ce sont des moments absolument incroyables. Je vais vous donner deux, trois exemples où l'impossible, on croit que c'est impossible, mais alors ils le font. Et trop souvent, on nous dit non, c'est pas possible, tu vas pas le faire. Non, mais eux le font. Je vous invite à regarder la finale du 4x400 mètres au championnat d'Europe de 2014 à Zurich. Au 4e relais, la Française est 4e. C'est la pire des places en athlétisme. Elle est très loin derrière la 3e, qui est une Polonaise, et très loin derrière la 5e. Donc le commentateur, à juste titre, vous explique que la France sera 4e. Seulement, dans la ligne opposée, elle se rapproche et tout le monde sait qu'elle va être 4e. Tout le monde sauf une personne, elle. Parce qu'elle était la 4e passe, c'était pas possible. Il était hors de question qu'elle soit 4e. Personne ne croyait en elle. Et on l'a vu remonter. Moi, j'étais devenu fou. Le stade est devenu fou. Et cette fille, 4e, 3e, et elle gagne la médaille d'or au dernier centimètre. C'est l'une des plus belles courses de l'athlétisme mondial. 4x400 mètres féminin, finale de Zurich, championnat d'Europe. Et ce qui est assez remarquable, c'est que cette femme a gagné, elle n'a pas gagné pour elle en fin de compte. Elle vous explique qu'elle a gagné pour sa copine, qui s'appelle Muriel Ortiz, et c'était sa dernière course. Et il était hors de question que sa copine finisse sa carrière internationale en étant 4e, la pire. Elle aurait couru pour elle-même, peut-être qu'elle serait restée 4e, mais pour l'autre, elle a gagné la course. Donc l'équipe, elle a bossé, elle a couru pour l'autre, elle est devenue plus forte. C'est un moment incroyable. Moi, j'adore. De toute manière, quand on me dit que c'est pas possible, des fois, je vais sur YouTube et je regarde ces courses. Quand les sachants me disent qu'il n'y arrivera pas, regarde, elle a réussi. Donc, il n'y a aucune raison que moi, j'y arrive pas. Il y a un autre homme aussi qui est absolument remarquable en termes de leadership et de confiance en soi. Je vous invite à regarder le reportage en plusieurs épisodes de Michael Jordan. À un moment donné, on explique à cet homme, tout le monde sait que vous êtes le meilleur joueur, il reste 2 secondes, c'est la finale de la NBA, vous perdez de 2 points, à qui il faut donner le ballon? Et vous regardez, c'est le journaliste qui pose la question à Michael Jordan. Et Michael Jordan le regarde d'un air désabusant, non mais comment tu peux me poser cette question? Bien sûr que c'est à moi qu'il faut donner la balle. Mais attends, t'es gentil, on sait qu'on va te donner la balle, tu as 5 joueurs qui vont être sur toi. C'est pas à toi qu'il faut donner le ballon, mais à Pippin. Non, donne-moi le ballon. C'est moi qui vais faire gagner l'équipe. C'est pas de l'arrogance. C'est une confiance incroyable. C'est pas compliqué. On lui donne le ballon, il reste 2 secondes, il tire, il marque, il gagne. Regardez ce regard. Regardez ce regard qu'on lui pose la question. Comment tu peux me poser cette question-là? Bien sûr que je vais gagner. Moi, quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, je pleure, je suis comme un fou. Bon, je rigole moins quand le Sénégal bat la France en 2002. Ma femme était heureuse, moi c'était moins drôle. Mais regardez l'émotion que le sport a amené dans les rues de Dakar lorsqu'on a été battu. Regardez ces jeunes qui ont envahi Paris en 98 et en 2000. Mais il n'y a pas qu'en France. C'est pareil dans tous les pays du monde quand une équipe gagne. Cette émotion, elle est forte. À partir du moment où vous gardez ces émotions, c'est que vous n'êtes pas creux, vous n'êtes pas vide encore. Vous n'êtes pas mort, tout simplement. Et moi, le sport, ça me donne ces émotions et j'en ai besoin. D'accord? Donc, j'essaye de trouver l'activité qui me régénère mon esprit, qui me donne du plaisir. Les sports en fait partie. Voilà les 2 expériences que je voulais te donner. Merci, Olivier. So Olivier was sharing with us 2 sports experiences that he absolutely loved.
a 400-meter relay race where basically the French team was, how do you say, critics thought the French team would be number 4, but the last runner, she did everything to win, not for herself, but for one of her friends on the team who was doing her last race. And she thought that her friend could not end her career being 4th. They had to win. And he talks about the strong emotion that he felt, but that, you know, everybody felt that day while watching the race. He also talks about the Last Dance, this program where you can see Michael Jordan, where a journalist asks him, what do you do if there's 2 minutes left and you're losing? Who do you give the ball to? And with an extreme confidence, he said, you give me the ball, of course, no doubt, because I will make the team win. And so he says that, you know, the emotion you get through sports is something that makes you feel life inside of you. So Olivier needs that on a regular basis. That's why he watches sports, because it shows that, you know, he's still very, very alive inside, and the possibilities are endless. Merci Olivier. Avec l'expérience que... Pardon, qu'est-ce qui fait de toi un orateur international? C'est ça d'abord que je voudrais te demander. Alors, tu sais, l'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs, comme disait Oscar Wilde. Et Dieu sait que j'en ai commises. Quand tu commences ta carrière, tu es jeune, tu es inexpérimenté, donc tu as peur de dire des bêtises. Tu as peur de dire ce que tu penses. Tu as peur de mal faire. Bref, tu as peur de perdre ton boulot. Et c'est normal. C'est normal. Sauf que ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas le droit de t'exprimer. Mm-hmm. C'est pas parce que tu es jeune et que tu n'as pas d'expérience que tu ne peux pas avoir un regard plus intéressant et plus intelligent que ton grand patron. D'ailleurs, ton patron, sa responsabilité, c'est de te laisser parler pour avoir sa lecture, sa propre lecture. S'il ne le fait pas, il ne fait pas son job. Et donc, je me suis rendu compte que je n'étais pas complètement moi-même au début de ma carrière et que ce n'est pas comme ça que j'allais réussir parce que je n'allais pas être honnête. Donc, j'ai décidé d'arrêter d'avoir peur. D'arrêter d'avoir peur de dire des bêtises et d'être ce que je ne suis pas en fin de compte. Donc oui, quand j'ai un message à faire passer, je réfléchis à mon message, comment je vais m'y prendre, quelle est la force du message que je veux faire passer, et je travaille. Je fais, je refais, je fais, je refais, je retravaille. L'intervention que j'ai aujourd'hui devant vous, je l'ai travaillée. Bonne ou pas bonne, je ne sais pas, mais je l'ai travaillée. Donc j'ai conscience que, ok, j'ai fait de mon mieux. Après, les gens jugeront si c'est bon ou pas. Mais moi, je sais que j'ai fait de mon mieux par rapport à ce que je suis capable de faire à l'instant T. D'accord? Donc, je ne triche pas. Je pense être honnête. Je dis ce que je pense. Je ressens sans aucune arrière-pensée. Et puis, si à la fin de cette journée, j'ai donné du plaisir à quelqu'un ou quelqu'un me dit « Ah, j'aime beaucoup ce que tu as fait. J'ai envie d'entreprendre. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Super, j'ai passé une bonne journée. Et qu'est-ce que je vais faire à la fin de journée? Je vais dire, Olivier, tu sais quoi? Tu as été bon aujourd'hui. Tu as bien travaillé. Parce que les autres vont peut-être pas toujours. On oublie de féliciter les autres. Alors, vous savez quoi? N'arrêtez jamais de vous féliciter. Quand vous avez fait quelque chose de bien, dites-le à vous-même. Olivier, tu as bien travaillé aujourd'hui. Voilà ce que je dirais. Super. So what makes him a good speaker is to always speak the truth. Say what he really thinks. He says at the beginning of his career, he didn't do that, and then he realized that he was not being himself, so he vowed to always be himself, be authentic, and at the end of the day, be satisfied with himself, knowing he has done the best he could do. And there's a lot of preparation as well when he has to speak. He said, you know, speaking to you today, he has prepared. And whether it is good or not good, he will have the satisfaction of having done the best he can do. Alors Olivier, avec l'expérience que tu as aujourd'hui,
Si tu devais parler à une version plus jeune de toi-même, que lui dirais-tu? Je lui dirais, tu sais, Olivier, arrête d'écouter les sachants. Arrête d'écouter ceux qui vont t'expliquer pourquoi il ne faut pas faire. Parce que tu es trop jeune, parce que tu es ceci, parce que tu es cela. Arrête d'écouter cette boîte noire que tu as dans ta tête qui te dit « je suis jeune donc je ne peux pas ». Je suis une femme donc je ne peux pas. Je suis handicapé parce que je ne peux pas. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont que des mauvaises excuses. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de faire quelque chose, faites ce que vous croyez être juste. Vous avez un projet, faites-le. À partir du moment où vous le faites dans le respect des autres et que vous l'exprimez avec ceux que vous aimez et qui sont d'accord avec ce que vous voulez faire, allez-y. Allez-y sans crainte. Il est préférable d'avoir, comme je l'ai dit au départ, le remords d'avoir échoué dans quelque chose qu'on a entrepris que le regret de n'avoir jamais essayé. Donc, n'écoutez pas les sachants et n'écoutez pas les boîtes noires qui vous font prendre que des mauvaises décisions. À toi, Nadia. So my question was, if you were to speak to your younger self with the experience you have today, what would you tell him? I would tell him, don't listen to people who know. Do what you really believe in. Don't listen to that black box inside your head saying you can't, you're not good enough, etc. Just go for whatever you want and do it. Olivier, une dernière réflexion, un dernier message à nos invités? Oui, tu sais, quand je rencontre des jeunes, ils ont toujours un projet professionnel. Ils sont extrêmement enthousiasmants, c'est génial. Ils ont plein de choses à dire sur leur projet professionnel. Alors, je les arrête et puis je leur dis, mais c'est quoi ton projet de vie? Et tu sais quoi? Là, c'est un grand silence. Les gens ont un projet professionnel, mais leur projet de vie, c'est quoi? Tu veux te marier, tu veux des enfants, tu veux faire le tour du monde, tu veux vivre en mode écologique. C'est quoi ton projet de vie? Qu'est-ce qui va te rendre heureux? C'est quoi? Pourquoi? Parce que je dis et je le redis, votre job ne doit jamais être la priorité ultime et substituer à ce qu'il y a de plus important, c'est votre vie. Votre projet professionnel n'est qu'une sous-division de vos projets de vie. L'essentiel, c'est de vivre et d'être heureux. Voilà le message que j'aurais donné. So, what is the most important thing is your life project. Your professional project is just a part of your life project. Whatever you do, stop and think about what you want your life project to be. And make sure that whatever you do something that will make you happy. Because that is the most important thing in life. That's the last message from Olivier today. Olivier Simonet, merci beaucoup. Thank you very much. It was a pleasure. An amazing talk. Merci infiniment. Thank you very much to everyone here. Next week, Gilles Acogny will be interviewing Germaine Acogny. I tell you, you don't want to miss that. I know that. Really don't want to miss that. So everyone, we shall see you again, same place, same time, next Thursday, listening to Gilles Acogny and Germaine Acogny. And until then, thank you very much for being with us today. Thank you again, Olivier. Thank you. I wish you all a very nice evening. Take good care of yourselves. Take care. Take care, everyone. Olivier. Bye-bye. Enjoy life. Enjoy life. Bye-bye. Thank you.